Bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. Adhésion ce samedi du président Sefo Fagboron au bloc républicain. Il rallie ainsi les militants de la 21e circonscription électorale et du MADEP à la cause du parti au cheval blanc cabré. Retour dans cette édition sur les temps forts de l'entretien du chef de l'État accordé à la presse nationale dans le cadre du 30e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Samedi dernier, les Togolais étaient aux urnes pour élire le prochain président de la République. À suivre dans cette édition le point du scrutin qui a eu lieu dans le calme. Merci de nous préférer pour vous informer. Toutes nos excuses pour ce retard. On démarre cette édition par Semek Moudi pour dire que les jeunes de l'Union progressiste de cette commune ont organisé ce samedi une messe d'action de grâce à l'église méthodiste africaine du Bénin. Cette célébration a connu la participation de plusieurs responsables du parti Union progressiste et elle a permis de remercier le Seigneur pour ses multiples actions en faveur du Bénin. Reportage. Action de grâce, prière et louange ce samedi 22 février 2020 à l'église méthodiste africaine du Bénin. Une initiative des jeunes progressistes de la 19e circonscription électorale. L'objectif est d'avoir la faveur du Seigneur Jésus-Christ sur les responsables du parti au Babab ensoleillé, en particulier sur ceux de la commune de Semek-Moudi. Nous avons prié pour l'honorable Hippolyte Erasme pour qu'il de l'avant pour ses idées et surtout le travail que notre cher président est en train de faire actuellement. Nous sommes très fiers d'être derrière lui. Sans la paix, on ne peut rien. Nous voulons l'union sacrée. Sans l'union, on ne peut pas aller de l'avant. C'est pourquoi nous demandons et nous prions le Seigneur de les accorder une union d'ensemble pour que notre pays, le Bénin, soit un pays digne de nom. Ces jeunes profitent de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour ses réformes. Ils réaffirment ainsi leur soutien sans faille aux actions de développement du gouvernement. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon, nous, la jeunesse de l'Union progressiste de la commune de Semek-Moudi, passe par cette messe d'action de grâce pour vous dire merci d'avoir pensé à notre commune dans vos programmes d'action du gouvernement. Les responsables du parti ne sont pas restés en marge de cette messe d'action de grâce. Comblés de grâce, ils rendent gloire à Dieu pour ses merveilles dans le quotidien de chaque Béninois. Nous passons par ce canal pour remercier le président Patrice Talon parce que c'est à lui qu'est dédiée cette messe d'action de grâce pour tout ce qu'il fait dans le Bénin en général et particulièrement dans la commune de Semek-Moudi. Vous allez voir des réalisations par-ci par-là dans la commune. Pour l'union progressiste de la commune de Semek-Moudi, passe par ma voix pour lui dire merci et que nous sommes engagés définitivement à le soutenir pour que les autres actions qui restent puissent penser à la commune de Semek-Moudi. Cette messe d'action de grâce témoigne de ce que la vie politique n'est pas uniquement physique, elle est aussi spirituelle. C'est ce qu'on peut retenir de cette initiative des jeunes progressistes de la commune de Semek-Moudi qui entendent jouer leur partition pour la prospérité du parti et par conséquent pour le développement de la nation béninoise. Du soutien de taille pour le bloc républicain dans la 21e circonscription électorale. Sefo Fagboron et ses alliés ont fait l'option du parti au cheval blanc cabré. C'est à travers une cérémonie d'adhésion tenue ce week-end à Adiawere. Stélia Poidonou pour le compte rendu. Moi, je ne suis plus candidat à rien, mais je suis derrière vous. Son âge avancé n'ébranle en aucun cas son engagement et sa détermination vis-à-vis de la politique. Sefo Fagboron se conforme aux exigences du système partisan et adhère au bloc républicain. Il rallie ainsi les membres du mouvement africain pour la démocratie et le progrès MADEP aux idéaux du parti au cheval blanc cabré, un parti qui soutient les actions du gouvernement. Il est vrai qu'à un moment donné, des incompréhensions nées de l'application de certaines réformes nous ont conduit à développer de la sympathie pour l'opposition. Mais nous n'avons jamais
à une quelconque occasion officielle, affirmer notre appartenance à l'opposition. Jamais. Le président est là et il nous soutient de jour comme de nuit. Nous suivons ses mots d'ordre. C'est lui qui nous indique la voie à suivre. Au niveau de la 21e circonscription électorale, Ifaï Sakete à Diawere, vous allez remarquer qu'en 2007, les 3 sièges avaient été donc raflés par notre formation politique. Et ce serait la même chose le 17 mai 2020. Immense est la joie des membres du bloc républicain qui accueillent en leur sein un homme politique au parcours assez brillant. Pour l'opinion publique, le président Fagourou est un homme de certitude et d'action pour le développement. À titre de petit exemple, nous n'allons tout de même pas oublier ce qu'il a apporté au rayonnement du football dans notre pays avec ses actions musclées en faveur des Dragons de l'Ouémé. Nous ne devons non plus oublier ses nombreuses œuvres et infrastructures construites dans la région. Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas étant debout. Le choix du président Fagourou est la traduction même de ce proverbe Dogon du Mali. Le président Fagourou et son fidèle compagnon Kousonda Adjibade et autres personnalités des 21e et 22e circonscriptions électorales ont choisi la voie de la sagesse et de l'humilité. Et pour ce faire, ils ont choisi de monter sur le beau cheval blanc pour aller vers de nouvelles victoires politiques. Les désormais ex-membres du MADEP réaffirment leur attachement à leur mentor et s'engagent pour une cuisante victoire du BR au soir du 17 mai 2020. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, était à Boycon ce vendredi. Il a procédé à la mise en service d'un ouvrage d'eau à Abomey, Boycon et ses environs. La cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités de ces communes. Les populations, quant à elles, ont remercié le chef de l'État pour ses actions de développement. Romaric Dossa pour le compte rendu. Le ministre Seydou Adambi a poursuivi sa tournée ce vendredi 21 février 2020 à Abomey, Boycon et ses environs. Les populations de ces communes sont aussi bénéficiaires de bons ouvrages d'approvisionnement en eau potable. Déjà, il y a une bonne partie de la population qui est couverte. Aussi, on a vu que par le passé, les gens de ces localités-là ont de l'eau une fois sur 5. Aujourd'hui, les populations qui ont des robinets chez elles ont de l'eau abondamment. Maintenant, c'est les populations futures qui vont s'installer au fur et à mesure de long de lotissement qui vont maintenant être raccordées au réseau d'eau potable de la SONEB. Depuis près de 10 ans, nous vivons une situation de disponibilité d'eau terrible ici. Le gouvernement du président Patrice Talon, à son arrivée, a pris courageusement la décision de mettre fin à ce phénomène-là. L'eau, c'est source de vie. Et celui qui vous en donne, vous ne pouvez que lui dire vraiment éternellement merci. Merci au gouvernement du président Talon. La première phase du projet alimentation en eau potable du plateau d'Abomey est achevée. Elle a permis de passer de 12 000 m3 à 36 000 m3 par jour. La deuxième phase qui commence va amener le réseau à 773 km pour l'ensemble des communes concernées. Le ministre de l'eau et des mines invite donc les maires de chacune de ces communes à jouer leur partition pour faciliter la tâche aux entreprises en charge du projet. Le président Patrice Talon a décidé, dès son arrivée au pouvoir en 2016, de régler définitivement la question de l'eau, pas seulement pour le plateau d'Abomey, mais pour l'ensemble du pays, où que nous soyons partout sur le territoire national, que d'ici 2021, chacun puisse avoir de l'eau. Et je voudrais donc en profiter pour sensibiliser nos maires, à travers les services techniques de ces mairies, de mettre à la disposition du bureau de contrôle et de l'entreprise Sodia Sato les plans de lotissement pour faciliter l'exécution du projet. Parce que nous en avons seulement pour 15 mois. Je voudrais également faire savoir que lorsque la SONEB amène de l'eau quelque part, ou l'agence de l'eau en milieu rural amène de l'eau quelque part, les forages ne sont plus admis. Parce que ces forages et l'eau drainée par la SONEB et l'agence appartiennent à l'État. C'est à l'État de les gérer. Et ceux qui auront
réussi à maîtriser la gestion de l'eau, c'est à eux qu'appartiendra le monde de demain. L'accès universel à l'eau potable pour tous les Béninois à l'horizon 2021 est l'une des priorités du chef de l'État Patrice Talon. Et ce projet, qui s'inscrit dans son programme d'action, vise le renforcement du système d'alimentation en eau potable sur toute l'étendue du territoire national. Votre émission L'Entretien a reçu ce dimanche 23 février 2020 Fred Ouenou, conseiller technique aux actions stratégiques du ministère de la Communication et de la Poste. Il a donné son avis sur l'application des résolutions issues de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Elia Diran nous propose la substance de ces interventions. Le conseiller technique aux actions stratégiques du ministre de la Communication et de la Poste, Fred Ouenou, reste optimiste quant à l'avenir du Bénin sur le plan de développement après 30 ans de la conférence nationale. Sur l'émission politique L'Entretien de E-Télé, il pense que le seul prestige qu'inspire la glorieuse histoire du Bénin ne peut être suffisant pour justifier sa présence dans le concert des grandes nations. Et j'ai toujours pensé que le Bénin cherchait à s'exonérer, à s'exempter des efforts qu'il devrait accomplir lui-même pour résister. Donc c'est le sentiment qui m'a toujours animé au regard des conclusions de notre conférence nationale et de ce que le pays était jusque dans un passé récent. Donc vous disiez depuis bien longtemps, peut-être depuis même avant votre engagement politique, que les résolutions n'étaient pas suffisamment appliquées. Ah oui, j'étais convaincu que... Dans ses analyses, Fred Ouenou estime que le Bénin se porterait mieux si les résolutions issues de la conférence de février 1990 étaient mises en application, notamment sur les piliers qui fondent le modèle social. On avait appliqué les résolutions dans leur esprit, avec la volonté de changer quelque chose, et bien oui, que le Bénin se porterait mieux. Et donc voilà, j'étais convaincu. Je pense qu'on a tous les atouts pour réussir, pour développer le pays. Mais quelques années plus tard, juste dans un passé récent, et même encore aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'auberge, même si on tend à sortir la tête de l'eau. Et vous constatez que nous parlons encore de pauvreté, nous parlons encore de précarité, nous parlons encore de chômage. Pendant 90 minutes, l'invité a passé en revue l'histoire de la vie politique, de la période révolutionnaire jusqu'à celle démocratique. Il n'a pas manqué d'énumérer les limites qui empêchaient le développement du Bénin et propose des pistes de solutions tout en mettant un point particulier sur les libertés individuelles au service du développement. Pendant longtemps, on a mis dans la tête de nos compatriotes qu'au temps de la Révolution, ils n'étaient pas libres. Et donc, lorsqu'on leur a dit, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez, bon, chacun s'est trouvé fasciné. On n'a pas compris que la liberté, en fait, c'est une conquête, c'est la conquête de la raison. La liberté ne consiste pas à jouir de nos volontés indéterminées, mais peut-être à rechercher les causes qui nous déterminent. Et parmi les causes qui nous déterminent, il y a les causes qui nous limitent forcément. Qu'est-ce qui peut limiter la vie de citoyens dans un État ? Si ce n'est pas la maladie, si ce n'est pas l'insécurité, si ce n'est pas le manque d'énergie, si ce n'est pas le manque d'eau, si ce n'est pas la pauvreté, si ce n'est pas la précarité. Donc notre liberté devait nous amener à chercher ce qui nous limite, ce qui limite vraiment notre processus d'épanouissement. Et à partir de cet instant, on aurait compris qu'il fallait se mettre ensemble. On aurait compris qu'il fallait que chacun mette cette liberté, ce génie béninois-là, au service du développement de la nation. Le succès d'une nation, c'est l'expression d'une vision puissante et positive de l'avenir, mais cette vision doit être mise en œuvre de façon cohérente et progressive par l'ensemble du corps social, dans lequel le peuple joue un premier rôle d'abord. Pour finir, il a salué les réformes entreprises par le chef de l'État Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir. Il l'invite à continuer dans ce sens pour sortir le Bénin du sous-développement. Le président de la République, Patrice Talon, était face à la presse nationale ce 19 février 2020. Cette sortie médiatique cadre avec la célébration du 30e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives du Bénin. En une cinquantaine de minutes, plusieurs thématiques ont été abordées, dont la lutte contre l'impunité, les libertés collectives et individuelles, la transhumance politique, la réforme du système partisan. Je vous invite à suivre ce qu'a dit le président de la République au sujet de cette thématique. Notre pays reste un pays de démocratie moderne. Les libertés ne sont pas compromises. Certaines peut-être. Pour moi, et quand j'observe mon pays, j'observe la manière dont les choses évoluent, le pays change tout doucement à nos yeux. Je n'ai pas l'impression
que nous avons perdu la liberté de faire ce qui est permis et compatible avec l'intérêt général. On a peut-être perdu la liberté de faire impunément ce qui n'est pas compatible avec l'intérêt général ou ce qui est préjudiciable à l'intérêt général. Je pense que ça, oui. On a perdu cette liberté de faire des choses impunément. Avoir la crainte de la reddition de comptes, pour moi, n'est pas quelque chose de contraire à une nation moderne, organisée, de démocratie et de liberté. Que les gens, aujourd'hui, soient convaincus et aient peur de devoir rendre compte de ce qu'ils font, pour moi, c'est une bonne chose. On peut choisir d'enfreindre les lois de la République, mais il faut être disposé à en répondre. Alors les gens ont peur de quoi? Ils ont peur de faire quelque chose qui est permis et qui est compatible avec l'intérêt général, ou ils ont peur de faire des choses interdites, des choses non compatibles avec l'intérêt général. Et je n'ai jamais porté plainte pour suivi un journaliste qui ait critiqué l'action gouvernementale, ou m'a critiqué, ou même m'a proféré des injures. Pourtant, on le voit. Ce genre de préjudice, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'est pas déterminant. Mais est-ce que un journaliste qui est poursuivi par un autre concitoyen pour atteinte grave à ses intérêts moraux, même matériels, et que la justice se prononce sur ce fait-là, constitue un recul de liberté? Vous savez, nous demandons à tout le monde de respecter l'intérêt général, de préserver l'intérêt individuel, la liberté d'aller et de venir de chacun. Mais est-ce que quand l'agent de police commet des choses reprochables, il ne rend pas compte de cela? Est-ce que l'instituteur qui a pris un sac de riz dans le stock de la cantine de ses enfants, aujourd'hui ne répond pas de ce qu'il fait? Pourquoi voulez-vous que parce que quelqu'un serait un journaliste, quand il porte préjudice à quelqu'un, que la personne ne porte pas plainte? La réforme du système partisan n'a pas remis en cause le multipartisme intégral. Nous avons simplement dit que du fait que la Constitution est réservée aux partis politiques l'animation de la vie politique, la génération des gouvernants, puisque pour siéger en tant que député, il faut être présenté par un parti politique. Et l'Assemblée nationale est le lieu consacré majeur du débat politique. Nous avons dit aussi que pour être un élu local, communal, il faut être présenté par des partis politiques. C'est ce choix politique que nous avons fait, et consacré par la Constitution, depuis 30 ans, donne donc aux partis politiques le privilège, voire la responsabilité de produire les gouvernants et de diriger la cité. Le Bénin est un pays unique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce qu'un parti politique qui a vocation à conquérir le pouvoir et l'exécuter peut être sans gêne un parti de quartier, de région, d'une ethnie? L'idéal pour nous, c'est que les partis aient l'envergure nationale compatible avec la responsabilité nationale qui va avec l'exercice du pouvoir. Nous avons pu constater que depuis que nous avons proclamé le multipartisme intégral, il n'y a pas eu au Bénin un seul parti politique d'envergure nationale. La réforme actuelle exige que les partis politiques qui ont la responsabilité, même un peu exclusive, d'animer la vie politique et de produire les dirigeants politiques, que les partis politiques doivent avoir une envergure nationale, doivent être représentés partout dans le pays et doivent être en mesure, tout au moins, de présenter des candidats à l'élection législative dans toutes les circonscriptions du Bénin. Pareil pour les élus communaux. Ce sont ces règles, souhaitées de tous, qui conduisent à la fusion de plusieurs partis politiques et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 12 partis politiques. Ce n'est pas parce que nous avons décrété qu'il n'y aura que 12, 4 ou 5 ou 20 partis politiques. Nous avons dit simplement que pour exercer le pouvoir politique au Bénin, il faut avoir l'envergure nécessaire, compatible avec la responsabilité nationale. Et si les gens se sont regroupés, se sont fusionnés, et aujourd'hui nous avons 12 partis politiques, c'est à saluer, c'est formidable. Nous n'avons nulle part pris comme un élément majeur des réformes la transhumance politique, non. En fait, la transhumance politique n'est pas si, à mon sens, si préjudiciable.
et à la responsabilité politique des acteurs au sens de ce que je vous décris, avoir l'envergure nationale qu'il faut pour exercer le pouvoir, et que quelqu'un ne se sente plus bien dans un parti politique et aille dans un autre, pourvu qu'il soit dans un parti politique d'envergure. Mais ce comportement qui parfois est lié à la recherche de positionnement et d'intérêt individuel, pour moi, est un travers moral des acteurs politiques. Ces choses-là, nous parviendrons à les corriger tout doucement, mais il n'est pas évident que ce soit par la loi que nous parvenions à corriger tous nos travers. Moi, je n'ai pas l'illusion que du jour au lendemain, nous parviendrons à faire de tous les Béninois des saints. Ce n'est pas qu'en politique qu'il y a des travers du genre. Donc, au fil du temps, nous allons parfaire notre modèle, nous allons corriger tous nos travers, mais on ne peut pas vouloir que la loi, instantanément, corrige tout. Vous serez les premiers à dire que, voilà, nous avons voté une loi qui contraint les gens à rester quelque part où ils ne veulent plus rester. Vous savez, il faut que nos lois soient compatibles avec l'exigence de respect de la liberté individuelle quand cela ne montre pas directement que c'est préjudiciable à l'intérêt général. Une constitution n'est pas un texte inscrit dans le marbre qui ne peut changer, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, quelles que soient les réalités. Je n'ai pas non plus l'illusion qu'en mon temps, nous serions capables de faire tout ce qu'il convient de faire. Un pays, c'est une dynamique et chacun fait sa part. C'est pour ça que je n'ai pas fait de l'échec de la révision de la Constitution que j'ai introduite la première fois, je n'en ai pas fait un problème majeur. Mais je veux seulement noter que ce qui vient d'être fait relève davantage de la volonté de la classe politique que de la mienne. Et je veux qu'on le dise parce que la plupart des éléments qui ont été retouchés dans la Constitution proviennent d'un consensus obtenu entre les acteurs politiques ayant siégé au dialogue politique. Cela, pour moi aussi, c'est une leçon. J'ai voulu, au début du mandat, aller à la réforme constitutionnelle parce que cela faisait partie de mon diagnostic et de mes propositions pour améliorer notre environnement et pouvoir nous développer sans frein. Mais c'était quelque chose qui provenait de ma vision et de celle de mon gouvernement. Cette fois-ci, que la vision est venue d'un ensemble plus large d'acteurs politiques, ça a prospéré. Donc, moi je tire leçon de ce succès, et à l'avenir, c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Il faut trouver les voies et moyens d'avoir plus d'adhésion à une idée pour la faire prospérer et la faire aboutir. Et pour moi, c'est déjà pas mal, le reste viendra. La Haute Cour de justice, les tests, l'organisation n'ont pas pu être toilettés pour la rendre plus efficace, de sorte que les dirigeants puissent répondre systématiquement de leurs faits, de leurs agissements, de la manière dont ils ont pu gérer les affaires publiques. C'était dans le premier projet de révision, nous avions voulu toucher à ce volet de la Constitution, au dialogue politique. Cet élément n'a pas été relevé comme indispensable, nécessaire pour la révision de la Constitution. Je ne suis pas revenu sur mes propositions de début, ce n'était pas mon ambition, ça viendra un jour. C'était donc le chef de l'État au sujet des thématiques abordées lors de son entretien, le moment politique. Les autres thématiques sont à suivre dans nos prochaines éditions. Direction maintenant le Togo, où les citoyens étaient aux urnes ce samedi pour élire leur président. 7 candidats étaient en lice, dont le président sortant, Foya Singbe. Selon les chiffres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, Foya Singbe a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec son 12,36% des voix, soit près de 14 points de plus que lors de sa dernière élection en 2015. Le taux de participation est de 16,63%, là aussi bien plus élevé qu'en 2015 où il avoisinait les 61%. Avant de retrouver le reportage de nos envoyés spéciaux sur les résultats, suivons ici l'ambiance qui a prévalu au cours du scrutin. Brunel Adéossi, Jean-Marie Kedolou. C'est une forte mobilisation des Togolais qui est observée dans les centres de vote sillonnés ce samedi. Ouvert à 7h15, le vote sera clôturé à 16h15 pour laisser place au dépouillement. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Les bureaux de vote sont ouverts, les électeurs sont là, le personnel au niveau des bureaux de vote sont là avec les matériels. On regarde ça, tout avance, tout est bien démarré. Ça se passe bien, le matériel est sur place
le personnel est sur place. S'il y a eu des petits retards de démarrage, ça n'a jamais atteint ou excédé une demi-heure. Souvent, c'est parce que le personnel n'était pas là sur place, mais pour le moment, en tout cas, tout se passe bien. Je peux vous dire à la fin de cette journée que le peuple togolais est parti de très loin. De très loin, revisitant tous les événements malheureux qu'il y a eu dans ce pays en 2018, ensuite en 2019 et aujourd'hui nous sommes en 2020 à la conclusion du scrutin présidentiel qui s'est passé sans violence. La campagne s'est très bien déroulée. Les bureaux de vote ont ouvert entre 7h et 7h15 et ont presque tous clôturé entre 16h et 16h15. Le dépouillement est public. Les consignes données par la Commission nationale électorale indépendante ont été, dans la plupart des cas, respectées. Les bulletins de vote ont été authentifiés dans les casiers dédiés à cet effet par un hologramme qui a été remis à chaque bureau de vote. Les opposants au pouvoir, Kodjo Mensah Agbeyome du mouvement patriotique pour le développement et la démocratie MPDD et Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, ont tôt dans la matinée de ce samedi accompli leur devoir citoyen. Super. Merci. Monsieur le Président, à voter. Le candidat du MPDD est rassuré par la mobilisation des citoyens, mais dénonce de possibles fraudes. Il y a une forte mobilisation des Togolais. Et cette mobilisation peut se comprendre. Les Togolais veulent le changement. Les Togolais veulent l'alternance. Personnellement, la mobilisation, en tout cas, me donne confiance que le message a été entendu et que les Togolais veulent marquer une rupture totale par rapport à ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Tout à l'heure, en quittant la maison, quelqu'un est venu me dire qu'on a voté à sa place. Il est parti voter, mais quelqu'un d'autre a voté déjà à sa place. Depuis 48 heures, on nous signale qu'il y a des bureaux de vote fictifs où les gens votent. Les populations, quant à elles, espèrent une issue pacifique à cette élection présidentielle. Lorsque les résultats commenceront à tomber, que nous ne soyons pas excités par les résultats. Que nous demandons toujours seront le Togo n'a plus besoin de troubles, le Togo n'a plus besoin d'échauffourées. Nous sommes un Togo uni dans la paix. Je pense qu'à la fin de ces élections, les résultats seront donnés et que cela soit dans l'intérêt de tous les Togolais, parce que c'est le Togo qui aura gagné ces élections. Le gagnant reconnaîtra sa victoire et le vaincu aussi en fair play saluera le vainqueur. Vous suivrez dans nos prochaines éditions le compte rendu des résultats donnés par la CENI. Ce sera tout pour ce journal de la mi-journée, un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur ETélé. À bientôt.